Bonjour à tous, ravi d'être là ici pour vous présenter un peu ce qu'on fait chez Parallèle. Alors Parallèle, c'est une jeune start-up, on a un peu plus d'1 an. Et pour comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre en fait comment fonctionne un établissement de santé. Un établissement de santé aujourd'hui, en France, comme dans beaucoup de pays, pour être rémunéré et payer tout ce qu'il a à payer, donc le salaire des soignants, les médicaments, la prise en charge du patient, en fait, on lui demande 2 choses. On lui demande de soigner des patients et on lui demande d'expliquer ce qu'il a fait. Et comme le soin aujourd'hui, c'est complexe, ben, l'explication l'est tout autant. Cette explication, elle passe par ce qu'on appelle le codage médical. Donc le codage médical, c'est quoi? C'est une retranscription standardisée de toute la prise en charge du patient sous forme de codes médicaux. Donc ces codes, il y en a 40 000 en France, il y en a un peu plus de 90 000 aux États-Unis. Ils dérivent d'une base de codes définie par l'OMS. Et aujourd'hui, ce travail-là de retranscription, il est fait manuellement par des experts métiers qu'on appelle des docteurs en information médicale. Alors, comme vous en doutez, comme dans beaucoup de professions dans la santé, cette profession, elle est pénurique. Et donc, du coup, aujourd'hui, les établissements de santé, ils n'ont pas assez de docteurs en information médicale qui retranscrivent les séjours médicaux en code. Et ces personnes-là, elles ne sont pas équipées pour pouvoir, du coup, retranscrire l'ensemble des codes qui correspondent à un séjour donné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un établissement, quand il doit toucher, par exemple, 1 000 euros, en fait, il ne va pas suffisamment bien décrire sa prise en charge du patient et il va toucher que 800 euros, alors qu'il aurait dû toucher 1 000 euros. Donc, nous, Parallèle, on va aider les établissements de santé à avoir la bonne retranscription de code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va voir un établissement de santé, on lui demande la liste des séjours, et pour chaque séjour, on va récupérer l'ensemble du dossier médical. On va en revenir sur ce point-là, mais c'est un point qui est assez complexe, parce que les dossiers médicaux, ils sont dans des logiciels un peu archaïques, qui ne sont pas forcément accessibles facilement. Une fois qu'on a ces documents, qui peuvent être extrêmement longs, très hétérogènes, un peu complexes, parce que forcément, c'est des dossiers pointus qui retranscrivent du coup les pathologies du patient. On fait passer une pipeline de codage médical où on va analyser le dossier, retranscrire les diagnostics et essayer de pousser en fait les codes qui auraient été omis pour le séjour donné. Évidemment, chaque suggestion va être justifiée avec une citation qui vient du document médical, parce que on est obligé de tout justifier. Aujourd'hui, Parallèle arrive à générer entre 500 000 euros et 4 millions d'euros pour un établissement de santé partenaire avec qui on travaille. Et ça, c'est de l'argent en plus pour un établissement de santé qui permet de payer des salaires de soignants, payer des nouveaux médicaments, des nouvelles machines, rénover des bâtiments. Donc vraiment, on s'inscrit dans une logique quand même d'aide au système de santé. Et ce qui est assez fou, c'est que environ 15% des séjours qui nous sont confiés, on arrive à trouver des codes qui sont omis. Et ça se traduit par du coup 600 euros en moyenne de revalorisation. Nous, alors, comment est-ce que fonctionne Parallèle? On prend un petit pourcentage de ce qu'on fait gagner. On prend environ 10% de ce qu'on arrive à retrouver. Donc, si on ne trouve rien, ça coûte rien à l'établissement de santé. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un point assez compliqué, c'est d'aller chercher les documents. Donc, comment est-ce qu'on fait? Au début, naïvement, on s'est dit peut-être qu'on peut s'approcher en fait des éditeurs de logiciels dans lesquels sont les documents. Donc, c'est ce qu'on appelle les DPI, dossiers patients informatisés. C'est souvent des gros logiciels qui sont déployés dans plusieurs dizaines d'établissements de santé. Mais en fait, ces DPI, d'une part, ils sont souvent assez anciens, donc ils n'ont pas forcément les moyens de s'interconnecter avec Parallèle. Il n'y a pas d'API facilement accessible et parfois aussi, ils n'ont pas forcément intérêt à nous ouvrir des accès parce qu'ils considèrent qu'en fait, ces dossiers-là, il y a beaucoup de valeur dedans et ils se disent pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose que ce que fait Parallèle? Donc, nous, ce qu'on s'est dit,
c'est qu'on a approché nos clients, on leur a dit, ben, vous avez déjà des collaborateurs qui travaillent sur les DPI, donc mettez-nous à disposition une machine virtuelle sur laquelle en fait on va installer le DPI, et puis nous on va se connecter manuellement à ces machines virtuelles pour aller récupérer les documents. Donc ça fonctionne très bien. On a des accès nominatifs, on a des experts métiers qui travaillent avec Parallèle et qui vont récupérer ces documents. Alors, le problème, c'est que ça ne scale pas très bien. Parce que une personne, quand elle va sur un DPI, pour récupérer en fait le séjour, tous les documents d'un séjour donné, elle va réussir, si elle est efficace et elle connaît bien le DPI, à récupérer l'équivalent de 20 séjours par heure. Voilà. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, un centre hospitalier assez petit, c'est 10 000 séjours par an. Donc là, un CHU, ça va plutôt être entre 50 et 100 000 séjours par an. Donc vous voyez que là, on se heurte rapidement à des problèmes d'échelle. Aujourd'hui, Parallèle, c'est environ 50 établissements clients et on doit traiter 20 000 séjours par mois. Donc ça fait beaucoup de personnes si on devait faire tout manuellement. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous, on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne peut pas automatiser en fait la récupération de ces documents directement dans le DPI? Et en fait, je pense qu'il y a 2 ans, ça aurait été tout bonnement impossible. Aujourd'hui, c'est faisable, notamment grâce du coup aux énormes progrès qu'on a fait avec l'IA. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des agents IA de computer use qui vont naviguer directement sur l'interface graphique des DPI, comme le ferait en fait un collaborateur, qui vont comprendre l'interface et qui vont mener à bien une action qui leur sera confiée. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'on n'a pas besoin de se connecter avec un DPI. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait fonctionner cette brique, on est capable de mener à bien l'action d'aller récupérer les documents, quel que soit le DPI, mais potentiellement, on pourrait mener à bien d'autres actions et automatiser des workflows administratifs dans l'établissement de santé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on utilise ce qu'on appelle le computer use. Et le computer use, ça fonctionne en 3 étapes. Il y a beaucoup d'implémentations possibles, mais il y a toujours ces 3 étapes. La première étape, c'est comprendre l'environnement. Donc là, on est sur une interface graphique. Ça pourrait être comprendre un terminal, ça pourrait être comprendre en fait une application mobile, ça pourrait être comprendre même un environnement 3D. Mais du coup, on est obligé de comprendre en fait ce qui se passe. Ensuite, fort de cette compréhension-là et d'une tâche qui nous est confiée, on va raisonner. On va essayer d'identifier la tâche qui doit être effectuée à l'instant T pour nous rapprocher en fait du résultat qu'on vise. Et une fois qu'on a identifié la tâche qu'on veut faire, par exemple cliquer sur un bouton ou alors taper l'identifiant d'un patient sur la barre de recherche, il faut mener à bien cette action. Donc, avoir les bonnes variables. Donc, par exemple, le numéro de pixels qui correspond du coup au bouton, ou alors la variable qu'on veut taper sur la barre de recherche. Donc là, vous avez l'architecture très classique de comment fonctionnerait du computer use, indépendamment du coup de l'environnement sur lequel on va travailler. Mais le truc, c'est que le computer use, ça c'est la théorie, et la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Déjà parce que comprendre une interface, c'est déjà en fait une prouesse en soi. Il y a 2 ans, c'était très très compliqué. Donc on faisait beaucoup de machine learning pour identifier à partir d'une interface l'action qui devait être faite. Et donc du coup, on pouvait présupposer que si une interface B est proche d'une interface A, alors l'action induite B' va être proche de l'action A'. Voilà. Donc ça, c'était du machine learning. C'est assez compliqué. Ça marche pas forcément très bien. Et c'est assez, on va overfit pas mal le problème, donc ça va manquer d'agilité. Mais grâce du coup au modèle de LLM, on arrive beaucoup plus facilement à comprendre un écran et à comprendre qu'un bouton correspond du coup nous permet de, par exemple, ouvrir une modale qui va elle-même permettre d'aller chercher en fait l'identifiant d'un patient qui va et ainsi de suite. Ce qui est assez compliqué, c'est que parmi les DPI, il y a beaucoup de DPI qui ne sont pas forcément très intuitifs.
pour un être humain. Et si ce n'est pas intuitif pour nous, ça va être très compliqué pour un modèle de bien comprendre du coup ce qu'il doit faire. Après, la deuxième complexité auquel on est confronté, c'est qu'une fois qu'on a identifié l'action qu'on veut mener à bien, par exemple, rechercher l'identifiant d'un patient, il faut la mener à bien et donc du coup identifier où est-ce qu'on veut cliquer sur l'interface. Donc ça paraît évident aujourd'hui parce que les modèles sont relativement bons en fait quand on leur demande à quel pixel se situe en fait le bouton rechercher, mais ça reste quand même assez compliqué. Et donc nous, chez Parallèle, on surfe en fait sur les avancées énormes qui ont eu lieu ces 6 derniers mois. On le voit d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a des benchmarks sur lesquels on voit la progression des modèles en matière de computer use. Et au début de l'année 2025, on était capable de mener à bien 30% des actions. Donc, c'était, je crois qu'il y avait 500 actions assez classiques qui correspondaient du coup à des actions qu'on ferait sur des sites Internet. Et aujourd'hui, à date, on arrive à mener à bien 70% de ces actions-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point en fait, ça va très, très vite, tant et si bien qu'on est en train de redéfinir en fait ce qui est un bon benchmark parce que pour différencier en fait les modèles. Et donc, du coup, au-delà de ces complexités, le vrai challenge pour Parallèle et pour toute startup qui veut mener à bien du computer use, c'est en fait de scaler l'architecture qu'on va mettre en place pour mener à bien des actions de manière régulière et de manière fiable. Alors, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'en fait, l'environnement est changeant. Nous, on est tributaire d'énormément d'acteurs. On va être tributaire de la machine virtuelle qui nous est mise à disposition par l'établissement de santé. Dieu sait que parfois, ça peut sauter pour n'importe quelle raison. Il y a des pop-up, il y a des messages d'erreur. Il y a aussi une complexité qu'on a découverte, c'est que on peut connecter qu'une seule session à la fois sur une machine virtuelle. Donc, dès qu'en fait, il y a un autre agent qui veut se connecter, ça fait sauter le premier. Et donc, du coup, en tant qu'agent, on peut se faire sauter comme ça alors qu'on est en plein milieu d'une tâche. Et donc, du coup, il faut mettre en place pas mal de mécanismes de fallback pour être sûr que, en fait, la tâche qui ne va pas être menée à bien, on la garde pour pouvoir la mener à bien ultérieurement. L'autre complexité auquel on est confronté, c'est que, en fait, on ne peut pas juste envoyer un prompt à un modèle pour mener à bien une action. Il y a énormément de choses qui doivent être mises en place. On a besoin en fait de comprendre les différentes actions qui ont été menées jusqu'à maintenant pour avancer et être sûr qu'en fait on loupe pas sur une boucle et qu'on arrive à bien suivre en fait le fil de nos pensées. Nous, en tant qu'être humain, quand on est sur un site internet, on inscrit toutes nos actions en fait dans un flux continu en vue d'un résultat. Et donc du coup, par exemple, si moi je vais sur un site internet et je dois télécharger 3 documents et j'en télécharge un, je sais en fait que j'ai téléchargé le premier. Mais du coup, le modèle, quand il doit télécharger le deuxième, il doit bien retenir qu'il a déjà téléchargé le premier. Donc c'est extrêmement important en fait de mettre en place tous ces mécanismes-là pour être sûr qu'on loupe rien, quoi. Et après, le dernier point, c'est que aujourd'hui, Parallèle va lancer des dizaines d'agents de computer use simultanément. Et donc, du coup, évidemment, chaque agent va travailler sur un environnement qui est cloisonné sur une machine virtuelle distincte pour accéder du coup à un DPI avec des permissions qui lui sont propres. Et il faut absolument du coup que ça se retranscrive dans l'architecture qu'on va mettre en place. Voilà. Et puis, évidemment, comme vous le diront aussi Martin et Gustave, on est dans une industrie particulière, c'est-à-dire qu'on est dans l'industrie de la santé, il y a des challenges qui sont spécifiques, on travaille avec des données qui sont sensibles et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On doit déjà se conformer aux plus hauts standards de sécurité. On doit s'assurer aussi que la donnée sur laquelle on va travailler, elle est pseudonymisée le plus tôt possible pour éviter en fait d'envoyer des données qui sont personnelles à des tiers, à des providers, quand bien même ils seraient eux-mêmes sécurisés. Et comme je l'ai dit, en fait, les environnements hospitaliers sont à la fois très hétérogènes et un peu verrouillés. Alors, en France, typiquement, on va avoir peut-être 6-7 DPI, gros DPI en termes de part de marché.
Mais si on a un workflow qui opère à la fois sur le DPI, sur la gamme, donc le logiciel de gestion administrative médicale, et par exemple un troisième logiciel, et qu'en fait, pour chacun de ces logiciels, il y a 7-8 acteurs distincts, en fait, on se retrouve très rapidement avec 120 possibilités. Sans compter qu'en fait, la plupart de ces éditeurs logiciels sont versionnés, sont déployés on-prem, et donc ça veut dire que chaque version est distincte. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que des sites internet qui sont assez homogénéisés. En fait, quand vous connectez sur Facebook en France, en Suède ou aux États-Unis, vous allez grosso modo avoir la même interface. Quand vous connectez par contre sur un DPI donné, que vous soyez du coup dans un CH ou dans un autre, vous risquez d'avoir des interfaces qui sont très distinctes parce que ça va être versionné et parce que aussi le DPI, comme ils ont un cycle de vente qui est assez long, il va donner la possibilité à son client de personnaliser l'interface pour s'adapter au workflow de l'établissement de santé. Donc ça, c'est pas parce qu'on a craqué un DPI, en fait, qu'on a craqué tous les DPI. Voilà. Donc gros challenge. Heureusement, voilà, je vous sentais un petit peu inquiet. Heureusement, chez Parallèle, on n'est pas sur une problématique de automatiser toutes les tâches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une tâche et de la faire bien. De la faire bien de manière scalable et de manière fiable. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de craquer aujourd'hui en 2026, c'est d'aller récupérer les documents d'un séjour donné. Demain, on voudra automatiser tout un tas de workflows administratifs, mais là, on se concentre uniquement sur cette tâche-là. Ça nous permet pas mal de choses. Ça nous permet de prendre pas mal de raccourcis. Le premier, c'est que, en fait, on va pouvoir spécialiser notre architecture par rapport à cette tâche donnée. Donc, on va pouvoir affiner notre compréhension du logiciel. On va pouvoir aussi faire appel à des experts métiers qui vont pallier en fait les éventuelles difficultés auxquelles sera confronté notre agent. Donc, c'est-à-dire si typiquement, il y a une tâche qui n'est pas faite parce qu'en fait, la machine virtuelle coupe en plein milieu d'une tâche, ben, ce n'est pas grave. Nous, on la met dans une backlog et on la fera plus tard manuellement. Mais du coup, ça nous permet d'être rassurés sur le fait qu'on va bien faire 100% des tâches qu'on veut faire. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a fait? En fait, on a commencé tout simplement avec du prompt engineering. Donc, ça, c'est l'approche assez naïve. Et moi, je vous invite, quand vous voulez développer un système basé sur l'IA, à systématiquement commencer par cette approche-là. Cette approche-là, elle a énormément d'avantages. Le premier, c'est que vous pouvez itérer très rapidement. Donc, vous avez juste besoin de modifier votre prompt et vous vous rendez compte en fait de l'impact de votre changement. Le second avantage, c'est que vous pouvez rapidement en fait avoir un prototype fonctionnel. Et le troisième avantage, c'est que vous pouvez tester en fait la pertinence d'un modèle par rapport à une tâche donnée. Nous, quand on a fait nos premiers tests sur, à l'époque, c'était du GPT-4o, il me semble, ça marchait pas très bien. En vrai, ça marchait pas très bien. Et quand on est passé sur du Opus 4.6, là, ça a marché très très bien. Donc, on a juste eu besoin de changer le modèle avec notre architecture et on s'est rendu compte que le modèle était suffisamment pertinent pour pouvoir adresser ce problème. À partir du moment en fait où le modèle est suffisamment bon pour tacler le sujet, en fait, il faut juste mettre en place toute l'architecture autour pour s'assurer en fait que ce soit bien scalable et qu'en fait, il n'y ait pas de trou dans la raquette. Mais voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que le prompt engineering, ça suffit pas. Ça suffit pas pour plusieurs raisons. Déjà, ça va être non déterministe. Ça veut dire que quand vous lancez un modèle avec un prompt sur un environnement donné, il risque en fait de ne pas vous répondre systématiquement la même chose. Bon, c'est pas très grave parce que très souvent, il arrive à revenir sur la bonne trajectoire pour mener à bien l'action. Mais dans certains cas, il risque de tourner en rond parce qu'il aura mal compris l'interface. Et on ne peut pas compter sur le fait que parce qu'il a craqué 99 fois la tâche, la 100e fois, il va aussi la craquer, puisque c'est non déterministe. Et ce n'est pas idempotent. L'autre problème qu'on a, c'est que c'est assez cher. Parce que, en fait, quand vous avez une tâche qui est constituée par exemple, 25 actions et 25 interfaces graphiques qui doivent être comprises par un modèle, en fait, vous allez être contraint avec une approche
de prompt engineering, de prendre le modèle qui est en mesure de traiter la tâche la plus complexe parmi les 25. Parce que si en fait il n'arrive pas à craquer les 25, vous ne mènerez pas à bien l'action que vous voulez mener. Donc vous êtes un peu contraint d'utiliser des modèles qui sont suffisamment costauds pour mener à bien l'action. Et ça, c'est pas très grave quand on est sur des tâches qui ont une forte valeur ajoutée. Par contre, dans la vision de parallèle qui est d'aider les établissements de santé à adresser l'ensemble des workflows administratifs à faible valeur ajoutée pour aider en fait le personnel administratif à se concentrer en fait sur des choses que seul lui peut faire, en fait, on a besoin de réduire nos coûts pour être économiquement viable. Et le troisième challenge, c'est que c'est assez lent. Parce que si on fait appel du coup à un modèle assez performant et qu'on doit mener à bien 60 actions, donc pendant 60 fois, il va devoir comprendre l'interface, raisonner, identifier l'action et la mener à bien. Et ça risque d'être un peu compliqué parce que chaque étape va donner lieu à un appel à un modèle. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a itéré et on est allé vers ce qu'on appelle, nous, une architecture hybride. Donc, on a capitalisé en fait sur le fait que notre problème, il est volontairement contraint et on s'est dit qu'on pouvait affiner notre compréhension d'une part du logiciel, mais aussi de la tâche qu'on veut mener à bien. Et donc, du coup, on s'est dit que cette compréhension-là, qui donne lieu finalement à un graphe où un nœud, ce serait l'environnement à un instant T et une arête, ce serait une action qui peut être menée et qui nous permet d'aller au nœud d'après, sachant qu'il peut y avoir plusieurs arêtes pour un nœud donné. En fait, c'est assez chouette d'affiner notre compréhension parce que du coup, on peut splitter le problème en deux. Ça veut dire qu'on peut avoir un agent dont le travail consiste à partir d'un environnement donné, en fait, de se repérer sur le graphe et de dire « Ok, j'ai compris, je suis là ». Et ensuite, de déléguer le fait de mener à bien l'action à un autre modèle qui, lui, est plus petit parce qu'il sait en fait où est-ce qu'il est sur le graphe et il peut du coup décider quelle arête il va prendre pour aller au nœud d'après. Ça, c'est hyper chouette parce qu'en fait, ça permet d'être beaucoup plus efficace. On est environ 10 fois moins cher quand on aborde en fait cette architecture hybride parce que du coup, on peut utiliser des modèles qui sont beaucoup plus petits sur quasiment l'essentiel des tâches qu'on fait. Ce qui va être compliqué, c'est de construire le graphe. Mais une fois qu'on a un graphe qui est représentatif de la complexité du DPI, de la tâche qu'on veut mener à bien, en fait, on a juste à suivre le graphe. Et donc, du coup, on se retrouve dans un environnement beaucoup plus simple où j'ai besoin juste de faire des arbitrages entre les différentes actions que je peux mener à partir d'un nœud donné. Et c'est aussi beaucoup plus rapide parce que, en fait, pour une grosse partie des actions qui doivent être menées par l'architecture, on peut être déterministe et on n'a pas besoin en fait de faire appel au modèle. Alors par contre, évidemment, ces résultats, ils viennent aussi avec de nouveaux challenges. Sinon, ce serait trop simple. Le premier challenge, c'est qu'au début, naïvement, on s'est dit, on va construire les graphes manuellement. Et donc, du coup, cette approche, elle est assez complexe parce que les graphes eux-mêmes sont très complexes. En fait, un logiciel DPI, c'est un logiciel qui a une couverture métier énorme et où il y a beaucoup d'actions possibles. Il y a beaucoup de possibilités aussi. On en a parlé, il y a des pop-ups qui peuvent arriver. Je peux arriver sur un séjour où il n'y a pas de documents. Je peux avoir des difficultés à retrouver un patient parmi une liste de patients. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc, ça donne lieu à un graphe qui est très complexe. Le deuxième challenge, c'est que on ne peut pas dire « c'est bon, on a compris le DPI » et on s'arrête sur notre compréhension et maintenant, on fait juste l'action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'interface, elle change. On est tributaire des éditeurs de logiciels et des configurations qui vont être définies par l'établissement de santé. Et donc, ça veut dire que si nous, on part du postulat que notre graphe, il ne peut pas changer, en fait, forcément, on va se heurter à un mur tôt ou tard.
Et si on fait dépendre nos opérations de cet agent, on va rapidement être confronté à une situation critique où on ne pourra pas répondre du coup aux besoins de nos clients. Et le troisième challenge, c'est que le graphe englobe pas la complexité des actions dépendantes de l'interface. C'est-à-dire que, j'ai déjà donné l'exemple, mais quand vous êtes amené à devoir télécharger tous les documents d'une page, naturellement, vous allez prendre le premier, le deuxième, le troisième. C'est difficile en fait de représenter ça sous forme d'un graphe parce que potentiellement, il peut y avoir 3 documents, mais il peut y en avoir N1. Et donc, du coup, il faut trouver en fait un palliatif, notamment par exemple avec de la mémoire ou une capacité du coup d'abstraction. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour nous? Prochaine étape pour nous, il y en a 3. La première, c'est qu'on veut industrialiser la création d'un dataset qui va nous permettre de tester nos agents at scale. Alors, c'est hyper important parce que ça nous permet là, moi, je vous ai parlé de 2 implémentations distinctes. Prompt Engineering, qui est l'implémentation très naïve, et puis l'architecture hybride. Potentiellement, on n'est pas à l'abri que dans 1 ou 2 mois, on se dise, en fait, il y a une architecture qui marche encore mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est être en mesure de pouvoir tester cette architecture, non pas uniquement en run, mais aussi sur l'ensemble des datasets, des actions qui ont été menées jusqu'à maintenant pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de régression, ni passé, et donc du coup, présumablement, pas futur. Évidemment, donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un agent mène à bien une action, on a envie de l'enregistrer pour être sûr que, en fait, s'il y a une deuxième version de cette implémentation, de cet agent, il pourra mener à bien aussi l'action donnée dans un environnement simulé qui permettra en fait de jouer l'action de manière dérisquée. Parce que un des challenges dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on travaille quand même sur des données sensibles, sur des logiciels qui eux-mêmes sont sensibles. Donc du coup, ce serait assez catastrophique si l'agent commençait à faire n'importe quoi et effacer des documents. Donc il faut faire très attention. Et si on veut se donner, nous, la flexibilité de pouvoir itérer de manière extrêmement rapide, il faut être en mesure de créer un environnement sur lequel on soit serein par rapport au changement qu'on veut pousser. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est faire évoluer l'agent de manière automatisée. Ça veut dire que si demain, une interface graphique elle change et que l'agent n'arrive pas à mener à bien l'action parce que le graphe, du coup, ne sera pas adapté, typiquement dans l'implémentation de l'architecture hybride, il faut que déjà on détecte que l'action n'est pas menée à bien et il faut rajouter cette tâche-là directement dans le benchmark de testing pour pouvoir ensuite itérer sur les versions d'implémentation de l'agent, rejouer du coup une version qu'on jugera être la bonne et vérifier du coup qu'elle arrive à bien relever en fait la nouvelle interface tout en n'ayant pas de régression sur des jeux de données passés. Et ça, aujourd'hui, l'idée, c'est de le faire évidemment manuellement dans un premier temps, mais que ce soit automatisé, notamment du coup, et c'est pas très grave, si là, sur cette automatisation, on fait appel du coup à des modèles beaucoup plus coûteux, parce que on part d'un postulat qui s'est révélé plutôt vrai par le passé, c'est de dire qu'en fait, les interfaces ne changent pas souvent, et donc du coup, on peut se permettre de dépenser beaucoup d'argent sur le fait d'adapter notre agent quand il y a un changement d'interface. D'autant plus que le deuxième postulat qu'on va faire, c'est de dire que ce changement d'interface, il va être limité du coup à quelques étapes et pas à tout l'écran. Si toute l'interface était amenée à changer, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on réécrirait du coup le graphe. Et la troisième chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est de gérer du coup ces tâches qui dépendent en fait de l'interface graphique. Donc si par exemple, mon agent se retrouve sur une page où il doit télécharger X documents, il faut qu'il soit en mesure de le faire. Voilà.
Donc ça, c'est l'interface, c'est l'architecture à date chez Parallel qui est, comme vous le voyez, est quand même beaucoup plus complexe et qui va probablement se complexifier avec le temps aussi. Voilà. Merci, Chris. Est-ce qu'on a des questions? Yes. Alors, il y a 2 micros, il y en a un qui est pour le stream et un qui est pour la salle. Il faut parler dans les deux. Merci beaucoup pour la présentation. En réalité, j'ai plusieurs questions, mais je vais me limiter un petit peu. J'ai pas très bien compris pourquoi c'était pas possible. Enfin, qu'est-ce qui a motivé de passer par un système, on va dire, agentique, en utilisant des agents, plutôt que, par exemple, du parsing d'output, des artefacts générés par le DPI pour même si c'est de la donnée non structurée, derrière, on peut toujours la structurer avec des schémas. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, le parsing des fichiers générés n'était pas possible, n'était pas une bonne solution dans ce cas-là? Les fichiers, les documents médicaux? Oui, voilà, les documents qui sont stockés quelque part, donc il est possible de les... soit ils sont stockés ils sont forcément stockés en dur dans un disque, Ouais, complètement. dans une DB, et donc on peut toujours faire une requête ou les sniffer. C'est une excellente question. Et en fait, pour le coup, chez certains établissements avec qui on bosse, on a accès au disque et on a accès à la base qui nous permet en fait pour un séjour donné de savoir où sont les documents physiquement en fait sur le disque. La réalité, c'est que la majorité des établissements de santé ne savent pas où sont leurs documents. C'est-à-dire qu'ils sont complètement tributaires de l'éditeur de logiciels qui, en fait, parfois n'explique pas comment fonctionne son logiciel. Et donc, du coup, la seule chose qu'on a systématiquement, c'est une interface graphique. Okay, en plus, il peut y avoir un format propriétaire du fournisseur logiciel qui peut être aussi compliqué à craquer. Ouais, complètement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, bon, je m'arrête là, mais je passerai de vous voir à la fin. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le discours. J'avais une question en fait par rapport aux données sur les DPI. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, avec le Computer Use, on a accès aux données de l'interface graphique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des données auxquelles vous n'avez pas accès qui sont en base et qui sont du coup gérées par l'éditeur de logiciel et auxquelles vous n'avez pas accès? Alors, pour l'action de récupérer les documents, jusqu'à maintenant, ça ne nous est pas arrivé. Okay. Mais ce n'est pas impossible qu'en effet, ce soit pas... Typiquement, il y a certaines interfaces graphiques qui ne vont pas donner la possibilité de télécharger le document. Oui. Donc ça pourrait arriver. Si ça arrivait, il faudrait trouver en fait une autre solution. Ok. Ouais, il faudrait trouver une autre solution. Et donc, du coup, je pense que là, ça donnerait lieu à un rapprochement avec l'éditeur ou avec une discussion avec la DSI pour essayer de comprendre en fait où se trouvent physiquement les documents. Et on en revient du coup à la question d'avant. Mais jusqu'à maintenant, en réalité, la plupart des DPI donnent cette possibilité-là. Ok. On va prendre une dernière question parce qu'on est un peu à la bourre. Vous ne pourrez pas de toute façon poser vos questions à Chris à la fin, quand on boira des coups. Merci. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment on fait l'anonymisation des données, sachant qu'en fait, on traite directement les données des clients, et comment on soit sûr que en fait, les actions qui sont menées sont sécures, parce que c'est quand même on traite des données live des clients. Ouais. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez essayé d'utiliser un agent CLI qui peut exécuter des actions comme un Cloud Code sur une machine virtuelle, par exemple, et qui peut être managé en remote? Très bonne question. Pour ce qui est de la pseudonymisation, en fait, elle intervient assez tôt dans le process. Ça veut dire que dès qu'on veut envoyer quelque chose à un modèle, que ce soit
de la donnée textuelle ou une image, on peut en fait la pseudonymiser et donc cacher toutes les données personnelles. Donc, il y a pas mal de littérature sur le sujet. Et il y a pas mal d'algorithmes qui sont open source, qui ont été développés justement pour tout ce qui était traitement de données médicales. La sécurité. La sécurité, c'était le fait de Qu'on soit sûr qu'en fait les actions qu'on mène, c'est Ouais. des actions sécures. Alors, ce que nous, on aime bien demander du coup au DSI, c'est un accès en lecture seule au DPI. Donc, comme ils contrôlent l'accès à la machine virtuelle et ils contrôlent l'installation du logiciel directement sur la machine virtuelle, ils ont vraiment la main en fait sur le rôle utilisateur qu'ils vont nous donner à nous chez Parallel, mais aussi à l'agent de computer use. Et donc, du coup, très souvent, on leur demande un accès en lecture seule qui nous permet en fait d'éviter ce genre de problème. Et après, on a beaucoup de garde-fous sur, par exemple, dès qu'on voit certaines actions, des actions destructives, des actions d'update, on va faire extrêmement attention et on va préférer ne pas les faire et solliciter du coup un expert humain. Et cette tâche-là, elle va aller du coup dans la liste, voilà, la backlog des tâches qui doivent être traitées manuellement. Et dernière, agence CLI. Ah oui, agence CLI. Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne approche. Pour le coup, sur certaines parties en fait du workflow, on va faire appel du coup à des commandes terminales pour pouvoir notamment récupérer les documents de manière automatisée. Parce que là, c'est beaucoup plus simple comme on connaît en fait le endpoint pour aller récupérer les documents qui est en fait chez Parallel et qu'on a le contrôle de ce endpoint, c'est beaucoup plus pertinent de faire un curl que en fait d'aller sur Parallel et d'essayer de l'uploader. C'est assez rare, pour être tout à fait transparent, que les DPI mettent à disposition du coup des actions accessibles via terminal, parce que en fait la population qui utilise ces logiciels est quand même assez peu à l'aise sur les outils technologiques, et donc du coup il y a pas forcément de possibilité, ou alors c'est très mal documenté. Et donc du coup on n'a pas exploré cette piste, mais ça reste quand même une piste hyper intéressante si jamais typiquement l'interface graphique ne donnait pas lieu à certaines actions qu'on doit mener à bien. Merci Chris.